Mère, je suis maudit. J'ai été choisi, entraîné à tuer. On m'a demandé de mourir. Je ne pouvais pas voter et je ne pouvais pas demander pourquoi. Mère, je suis maudit. Les pacifistes aux cheveux longs me crachent dessus. Mère, je suis maudit. Je suis un soldat dans une ère où ce n'est pas la mode. Les États-Unis entrent sérieusement en guerre au Vietnam en 1964, juste après un incident controversé survenu dans le golfe du Tonkin. Cet incident porte sur l'attaque d'un destroyer américain, le Maddox, par des patrouilleurs nord-vietnamiens. Cet attentat et la prétendue attaque, 2 jours plus tard contre le Turner Joy, poussent le Congrès américain à donner le feu vert au président Johnson pour qu'il déclare la guerre. Ce que personne de l'administration en place n'a expliqué au Congrès, c'est que cet incident ne s'est pas produit au hasard. Il est le fruit d'une provocation. En vérité, le bâtiment américain a jeté l'ancre juste en face de la côte nord-vietnamienne, dans le but de se faire attaquer. Une fois sur place, le navire a simulé un trafic radio annonçant un assaut aérien contre les ports du Nord-Vietnam. Cette contre-attaque, tout sauf imprévisible, c'est le prétexte dont avait besoin Lyndon Johnson. Sans cet alibi, il aurait eu à payer un prix politique fort trop élevé pour son incursion au Vietnam. L'administration Johnson est composée de conseillers collectivement connus sous le colibé de WizKids, ces crânes d'œufs survivants de l'équipe Kennedy. Ce sont des statisticiens et des experts efficaces, convaincus que si les États-Unis maintiennent le juste rythme dans cette guerre, l'ennemi s'avouera vite vaincu. Ces hommes sont de vrais ordinateurs, travaillant pour un président qui révère la politique plus que tout. Quand le Congrès et l'opinion publique s'émeuvent de l'engagement américain au Vietnam,
Johnson leur promet de limiter cet engagement. En réalité, il n'en a nullement l'intention et va camoufler la réalité sous un flot de statistiques. Ce jeu de chiffres va par exemple avoir un effet désastreux sur la manière dont va se dérouler la guerre aérienne au Vietnam. Johnson annonce qu'il réduit le nombre d'avions américains au Vietnam, mais il ne le fait qu'en redéployant le parc d'appareils vers d'autres bases installées à l'extérieur, mais à portée du Vietnam, c'est-à-dire en Thaïlande ou sur l'île de Guam. Ceci sera lourd de conséquences quand les équipages arriveront sur les sites de bombardement exténués par de longs vols. Surtout qu'entre-temps, l'ennemi qu'ils sont censés venir intercepter est reparti dans la jungle depuis bien longtemps. Militairement parlant, stationner son aviation aussi loin du champ de bataille est une mauvaise décision. Sur le plan des chiffres, au contraire, cela paraît parfaitement justifié. Ce qui importe au crâne neuf de Washington, ce n'est pas l'impact réel qu'a telle ou telle mission militaire. Ce qui les intéresse, c'est le nombre d'avions au sol et le volume de bombes balancées dans le ciel. En fait, c'est le chiffre qui devient réalité. À la différence de la Deuxième Guerre mondiale, où les forces ennemies se concentraient dans les grandes villes et les principales zones industrielles, au Vietnam, les forces communistes se concentrent en zones rurales. C'est là que le sentiment anti-Saigon est le plus enraciné. C'est aussi là que la stratégie de bombardement que les Américains proposeront pour le Vietnam aura le moins d'effet. Il est difficile d'imaginer, en effet, une arme aussi inefficace que le bombardement aérien massif pour combattre un pays basé sur une économie de subsistance et une population ou une armée aussi dispersée. Le général Curtis LeMay avait promis de renvoyer le Nord-Vietnam à l'âge de pierre. Mais cette fanfaronnade a d'autant moins de sens que la société de l'ennemi visé n'a pas beaucoup progressé depuis l'âge de pierre. Au Vietnam, pour parler de la guerre aérienne, on employait l'expression de tonnerre grondant. C'est un tonnerre à deux niveaux qu'il s'agissait. Au plus près du sol, il y a les petits avions, les F-105 et les F-104. Ils volent bas et vite et accomplissent le travail qu'assurait l'artillerie dans les guerres antérieures. Quand les troupes au sol veulent provoquer l'ennemi au combat, elles demandent une intervention aérienne qui vient transformer le secteur en enfer. Ce sont ces mêmes appareils qui apporteront plus tard le napalm qui brûle tout à 1,5 km à la ronde, ennemi compris. Au second niveau, ce sont les B-52 venant de Guam et de Thaïlande qui larguent leurs 30 tonnes de bombes. Un seul B-52 peut effacer une surface grande comme 10 terrains de football. La guerre des airs change pour de bon lorsque les Nord-Vietnamiens commencent à recevoir des missiles sol-air russes, les SAM. Ces SAM sont installés en vue de protéger les villes nord-vietnamiennes des bombes américaines, en particulier Hanoï, la capitale, qui va être la ville la mieux défendue au monde. Au moment où les Soviétiques introduisent leurs missiles anti-aériens au nord, Washington adresse une note aux équipages aériens leur demandant de ne pas bombarder les bases de SAM en construction tant que les techniciens russes sont sur les sites. La Maison-Blanche craint en effet les éventuelles répercussions que provoquerait la mort de l'un d'entre eux. Aussi, pendant des mois, l'aviation américaine va-t-elle survoler les bases de SAM en construction et se décider à ne les attaquer que lorsqu'elles seront en mesure de riposter. Les pertes vont alors être vertigineuses. Pour compter les SAM, le commandement de l'aviation américaine met au point une des tactiques les plus tirées par les cheveux, mais très efficaces. La technique dite de la belette sauvage. Les belettes sauvages, ce sont les pilotes de F-104 puis de F-105 qui volent en amont du raid principal dans le but d'entrer et de rester dans le cœur de la cible des radars assez longuement pour que les batteries de DCA le mettent en jeu. Et une fois que les projecteurs de DCA sont plein feu, c'est un jeu d'enfant de repérer les sites de SAM et de les détruire. Il ne faudra d'ailleurs pas très longtemps aux Nord-Vietnamiens pour comprendre le truc, sans toutefois parvenir à trouver la bonne parade. Les belettes vont en effet frapper vite et fort pour édenter les défenses ennemies.
Au fur et à mesure que le programme CIDG de défense locale et civique croît en taille et en efficacité, l'état-major se met à douter de la capacité de la CIA à bien gérer l'ensemble des forces spéciales présentes désormais dans le pays. Et comme par leur succès récurrent, ces forces spéciales séduisent de plus en plus de monde, Washington commet une erreur fatale en prenant la décision de transférer le commandement tactique des bérets verts de la CIA vers le commandement unifié des forces américaines, le MACV. À partir du moment où le MACV exerce le commandement du programme CIDG, on assiste à un changement radical de sa mission. Or, ce changement sera catastrophique aussi bien pour les forces spéciales que pour les unités locales. Le MACV ne comprend rien aux opérations spéciales, ni aux règles de la guerre insurrectionnelle. Au début, le MACV considère d'ailleurs que l'engagement de bérets verts dans ce programme CIDG a été trop statique. Tout a débuté en 1964. Il a été décidé d'utiliser les forces spéciales pour les missions de reconnaissance de longue portée. Cela fonctionnait en gros sur deux niveaux. Il y avait l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire des groupes très importants de 25 membres d'élite des forces spéciales. Et en couverture, les équipes d'hommes de main, les Hatchet, composaient, elles, d'une centaine d'indigènes. Leur mission était généralement de la reconnaissance en zone ennemie au Sud-Vietnam. Mais ces équipes étaient suffisamment importantes pour pouvoir gérer une crise et appeler, le cas échéant, une action de soutien aérien ou d'artillerie ou d'avoir recours aux Hatchet en couverture. Elles sont de fait très souvent intervenues dans les hauts plateaux du centre et du sud, ainsi que dans la 3e région militaire à l'ouest de Saigon, le long de la frontière cambodgienne. Et puis, en 1964, il y a eu aussi la formation de ces groupes d'études et d'observation, les SOG, qui vont vite se faire connaître. C'est une espèce de bras armés clandestin et hybride. En gros, il y a divers services impliqués dedans, mais pour l'essentiel, les SOG sont composés de forces spéciales. En fait, ces SOG, c'est un bras politique. Le fait de se voir interdire d'éventuelles opérations américaines contre le Laos, le Cambodge et le Nord-Vietnam a été contre-productif pour les États-Unis. On ne peut pas se battre comme ça. Normalement, on devrait envoyer des éléments en reconnaissance ouvertement en territoire laotien, puis lancer une attaque au cas où on aurait trouvé une base militaire ennemie. Mais là, c'est interdit. C'est le SOG qui s'en charge. Il s'agit d'opérations clandestines. Les forces spéciales n'ont été autorisées, et encore avec des marges de manœuvre très limitées, que dans certains secteurs du Laos à partir de 1965, puis du Cambodge à partir de 1966. Elles vont y repérer les bases ennemies, faire du renseignement pour y faire ensuite envoyer les raids. Le résultat est qu'on retire aux bérets leur fonction d'administration du programme CIDG et qu'on les assigne à la surveillance des frontières cambodgiennes et laotiennes. À partir de là, ce sont les guerriers de l'ombre, les Shadow Warriors, qui vont mener les missions offensives contre les bases de Viet Cong, qui sont le véritable ventre du monstre. Nous, on jouait dans leur arrière-cour. En gros, les Viet Cong, c'était des Sud-Vietnamiens qui se battaient contre le Vietnam. Nous, on venait sur leur terrain pour leur dire nous aussi, on sait jouer à ce jeu-là. En 1965, l'armée de terre américaine afflue en masse au Vietnam, et le 5e groupe de forces spéciales qui vient d'être formé est très actif dans sa lutte contre les axes d'infiltration Viet Cong. Il a pour ordre permanent de débusquer les forces ennemies, de les piéger et de les détruire sur place. L'équipe, un groupe d'élite, est acheminée en hélico anonyme jusqu'à des clairières en pleine jungle. Bob Wessel, qui servait la mitrailleuse de SAS sur l'un de ses choppers, raconte. On a amené un groupe de forces spéciales au Cambodge. C'était une opération CIA sur décision présidentielle. Nos hélicos, nos uniformes, tout était anonyme.
Il y avait une bonne raison à cet anonymat. Au même moment, le gouvernement prétendait encore que jamais il ne violerait la neutralité cambodgienne. Bien sûr qu'on n'était pas au Cambodge à ce moment-là. Ce jour-là, précisément, on nous a déposés. On a débarqué 3 mercenaires américains et 8 mercenaires cambodgiens. Leur mission était de longer la piste Ho Chi Minh et de surveiller les mouvements de l'armée nord-vietnamienne et de piquer un camion ennemi et de le ramener. Wessel et son équipage ont à peine pris leur envol que c'est une pagaille monstre pour l'unité d'assaut à terre. Et pendant que les bérets verts luttent pour sauver leur vie, les équipages reçoivent leurs messages radio. C'était l'heure du déjeuner et on était en train de manger. On les écoutait sur la radio de bord. Ils étaient tombés dedans. C'était le bordel, ils étaient encerclés. Il y avait un hélico devant nous, ça devait être le premier hélico d'extraction, mais il est tombé en panne et n'a pas pu repartir. C'était donc à nous. On était le 2e hélico d'extraction. Il y avait l'adjudant-chef, Bill Armstrong, le copilote, James Fussell, Gary Land à la mitrailleuse sur le sas d'en face, et James Calvary, le toubib des forces spéciales. On est parti les extraire. Je me souviens du vol au-dessus de cette zone. On rasait les cimes des arbres, je regardais en bas et je les voyais. Il y avait des colonnes de l'armée nord-vietnamienne. On les voyait arriver. Ouais, c'était... Ah, je vous jure, il y avait des coups de pied qui se perdaient. L'armée nord-vietnamienne, à ce moment-là, c'était devenu une armée régulière. Ils étaient bons. Je suis rentré un peu dans la cabine. Je m'en souviens, il y avait des arbres partout et il fallait qu'on pique vers la zone, qu'on se mette en vol stationnaire. L'équipe des forces spéciales est maintenant au beau milieu du feu, espérant désespérément atterrir et extraire ces hommes. On s'est posé en retrait de la zone prévue. On a essayé de sécuriser un périmètre. On voulait juste voir si on avait été suivis. Il y avait une autre équipe de l'autre côté de la vallée, environ 6 ou 7 kilomètres. Et on était là à regarder les autres hélicos, tenter des navettes et on suivait aussi sur la radio. On était tous très tendus. Les hélicos poussent plein gaz pour arriver sur place à temps. On a commencé à se prendre des tirs de partout. En fait, ils nous ont bousillé notre radio. Et on n'avait plus de communication avec le commandement. On était livrés à nous-mêmes. Quand on s'est posé, du feu dans tous les coins, j'entendais les tirs de Gary de l'autre côté et les miens. Quand les bérets verts et les Cambodgiens encore debout parviennent à la zone d'extraction et aux hélicoptères, l'armée nord-vietnamienne se déchaîne contre les experts en sauvetage et leurs équipages. On a essuyé plusieurs vagues et je tirais et tirais. J'en ai vu un paquet qui venait sur moi, 15, 20 types. J'ai tiré, ils sont tous tombés. Je ne les ai jamais revus debout. C'est à ce moment-là que Gary a arrêté de tirer. Je l'ai entendu me crier quelque chose de l'autre côté. Je me suis retourné pour voir, mais là j'ai pris 3 balles dans la poitrine et une au cou. En criant, il m'a sauvé la vie. Autrement, j'aurais tout pris à la gorge. Je suis même pas tombé dans les pommes, heureusement. J'avais tellement de sang sur mes lunettes que je voyais plus rien. J'ai nettoyé mes verres et je me suis remis à tirer. Tandis que Wessel nettoie ses lunettes, l'équipe s'entasse dans l'hélicoptère. L'engin s'élève, Wessel et son équipage sont les seuls du côté américain encore en vie au sol. C'est alors que quelque chose d'étrange se produit. Les tirs qui ont riposté jusqu'ici au terrible M60 de Wessel et de Land, à gauche comme à droite, se calment. Ils s'étaient dit qu'ils ne pourraient pas passer par les côtés, alors ils ont essayé de nous prendre par l'arrière de l'hélico. Évidemment, avec nos M60 sur pied, on ne pouvait pas tourner large. Alors j'ai pris mon M16, je suis sorti, j'ai défouraillé tout azimut. J'ai senti que l'hélico se mettait à bouger. En même temps, j'ai vu Armstrong tomber la tête en avant, et ça m'a fait peur. Je ne savais pas ce qui lui arrivait. Pendant que l'hélicoptère essaie de se maintenir en suspension, Wessel jette un œil à l'intérieur de la cabine.
Gary Land était allongé au sol et le gars des forces spéciales à bord avait été touché. Une balle au coude qui était ressortie par l'épaule. En fait, j'ai compris plus tard que Gary Land avait été touché à la jambe. Il avait eu les orteils cisaillés. Mais la seule raison pour laquelle il avait arrêté de tirer, c'est qu'il n'avait plus de munitions dans son M60. Je me rappelle, on a commencé à s'élever dans le ciel et le doc m'a demandé si je voulais une dose de morphine. Mais j'avais pas mal. Bien qu'en l'air, l'équipage et ses passagers des forces spéciales n'en sont pas encore quittes pour autant. Je me rappelle que je continuais à tirer pendant que l'hélico montait. On était à quoi 50 mètres et on fauchait la tête des arbres pour essayer de sortir de là. Et Armstrong, il était revenu à lui et c'est lui qui ramenait l'hélico à la maison. Très vite, la vie se résume à un mot, danger. Pour ces guerriers envoyés sur des missions pour lesquelles ils ne sont pas formés. Ces équipes d'élite, constituées en petits groupes formés pour le mouvement et la rapidité, n'emmenaient pas avec eux assez de feu pour mener de vrais combats rangés contre l'armée nord-vietnamienne lourdement armée. En dépit des efforts méritoires des forces spéciales et des unités d'assaut, la situation au Vietnam ne cesse d'empirer tout au long de 1965. Vers la fin janvier, le Viet Cong lance de vastes opérations à moins de 75 km de Saigon. Et pour contrer une telle menace, les forces américaines vont devoir affronter face à face et pour la première fois un ennemi nombreux. Au cours des premières années du conflit vietnamien, avant que les troupes américaines ne se soient pleinement engagées à faire tomber un à un les dominos du communisme dans le sud-est asiatique, le gratin de l'armée était hanté par ce qui était arrivé à la dernière puissance coloniale qui y avait été installée. Bien avant d'être débordée et contraint à la reddition à Dien Bien Phu, l'armée française avait été surclassée et défaite par le Viet Minh du général Vo Nguyen Giap. Se cachant dans la jungle, mais en mouvement permanent, le Viet Minh avait harcelé et décimé les forces françaises plus nombreuses, mais plus lentes et moins mobiles. Il avait montré une habileté quasi surnaturelle à sortir de nulle part, à frapper vite et fort et à redisparaître aussi vite dans la nature. Les stratèges de guerre américains savaient que, comme pour les Français, leur supériorité technologique et leur puissance se trouveraient réduites, pour ne pas dire complètement annihilées, dans cette jungle épaisse que seules quelques pistes étroites et sinueuses parvenaient à percer. La réponse improbable à cette situation est venue de l'expérience de Corée. L'hélicoptère s'y était révélé un moyen rapide et fiable d'évacuer les blessés hors de zone de combat. Sa vitesse et sa maniabilité vont en faire l'outil nouveau adapté à cette forme nouvelle de guerre qui apparaît. En 1962, l'armée démarre l'entraînement de sa 11e division expérimentale d'assaut aérien à Fort Benning, en Géorgie, la même où elle avait mis au point l'efficacité de son infanterie aéroportée pour la Seconde Guerre mondiale. C'est là que, 2 ans durant, la nouvelle cavalerie va cultiver sa technique. Infiltration éclair vers des zones d'atterrissage d'unités d'assaut, avec armes et bagages, coordonnés et synchronisés avec un soutien tactique de l'artillerie et de l'aviation. À l'été 1965, la première division de cavalerie aéroportée est déployée au Vietnam. Son premier camp de base est fixé à An Khe, sur les hauts plateaux du centre, dans la zone de commandement du 2e corps. Il ne va pas lui falloir longtemps avant de tester sa doctrine de la mobilité aéroportée. En octobre 1965, un régiment de l'armée populaire du Nord-Vietnam, opérant dans la jungle montagneuse de la province de Pleiku, proche de la frontière cambodgienne, attaque la base des forces spéciales de Plei My, non loin d'An Khe. Attacked the U.S. Special Forces camp at Plei My, not far from An Khe. Seemingly out of nowhere, in a surprise action reminiscent of the NVA's successful campaign against the French. Sorti en masse de nulle part, l'ennemi lance une attaque surprise en tout point similaire à celle qu'avaient subi les Français et assiège Plei My. Et l'unité voisine de l'armée régulière sud-vietnamienne qui se porte au secours des Américains tombe elle aussi dans une embuscade de l'armée nord-vietnamienne. L'heure de la charge a donc sonné pour la cavalerie américaine.
à elle de montrer sa mobilité aéroportée. Elle s'engouffre dans la zone où l'unité sud-vietnamienne est en mauvaise posture grâce aux énormes hélicoptères CH-46 et 47. Avec ses batteries de mortier de 105 mm qu'elle a déployées, elle pilonne les positions communistes, fait sortir les Sud-Vietnamiens de leur guêpier et se lance sur Plei My. Après un bombardement intense et meurtrier de son artillerie, elle force le régiment nord-vietnamien à lever le siège et battre en retraite vers l'ouest, dans la jungle cambodgienne. On tirait comme on pouvait, sans repère. J'oublierai jamais, j'ai tiré 143 salves. On tirait et on visait aussi près que possible. L'infanterie, je le sais, quand ils avancent, ils jettent un œil pour savoir combien de Nord-Vietnamiens ont été tués. Le premier obus, je crois, qu'on a balancé, il a dû faire 19 morts dans leur tranchée. Heureusement qu'ils avaient une quarantaine de roquettes. Imaginez si on ne les avait pas eues du premier coup. On a sans doute sauvé pas mal de vies chez les nôtres. Je dois dire, honnêtement, et tous ceux de mon unité le disent aussi, que j'avais la meilleure batterie du Vietnam, et même la meilleure de toute l'armée. Le commandement américain ordonne immédiatement au major général Harry Kinard, commandant la première division de cavalerie aéroportée, de poursuivre et détruire l'ennemi. Les services de renseignement avaient indiqué qu'au moins un régiment entier, et même peut-être deux, de troupes communistes se préparaient dans les hauteurs du centre à lancer une offensive majeure sur le secteur. Kinard envoie la première brigade du 7e de cavalerie sur les traces des Nord-Vietnamiens qui se sont repliés dans la jungle à l'ouest de Plei My. Incapable de voir quoi que ce soit dans cette épée massive de la Rainforest, la première brigade monte plus vers l'ouest, du côté de la vallée de la Drang et de l'inhospitalier massif du Chupong. C'est là qu'ils vont employer la technique dite de la reconnaissance par le feu, qui consiste à voler au ras des arbres, juste hors de portée des tirs d'armes légères, et de faire feu à volonté pour débusquer l'ennemi et le neutraliser le plus possible, au hasard. Mais voilà, on est au Vietnam, et l'ennemi ne se laisse pas éliminer aussi facilement, et continue de fourbir tranquillement un de ses plans d'attaque meurtriers dont il a le secret. En octobre 1965, la première division de cavalerie aéroportée américaine a repoussé l'attaque massive que l'armée régulière nord-vietnamienne avait lancée contre la base des forces spéciales de Plei My. Mi-novembre, sous le commandement du major général Harry Kinard, la fameuse 3e brigade du 7e de cavalerie, la brigade Gary Owen, prend en main la mission clé de la cavalerie aéroportée, dont le mot d'ordre est le Search and Destroy, chercher et détruire, chanté plus tard par les Stooges. Elle achève ce qui subsiste de l'armée nord-vietnamienne qui avait attaqué Plei My. Le colonel Brown, commandant de la brigade Gary Owen Brigade, demande au lieutenant-colonel Harold Moore et à son premier bataillon du 7e de cavalerie de 450 hommes de s'infiltrer dans la vallée de la Drang. L'objectif se situe à environ 35 km à l'ouest de Plei My, au pied de Chupong, où le général Kinard et le colonel Brown sont convaincus que se planque l'armée régulière communiste. Le 14 novembre 1965, après 2 survols de reconnaissance, Moore choisit pour zone d'atterrissage une vaste clairière au relief plutôt irrégulier,
est bordé par 2 ravins envahis d'herbes à éléphants. A wide, irregularly shaped clearing between 2 dry ravines, overgrown with elephant grass. Juste après 10 heures du matin, l'artillerie de Moore lance un lourd tir de barrage tout autour de la zone choisie. À 10h48, Moore est le premier à fouler le sol avec 2 pelotons largués par 16 hélicoptères. Moore installe son poste de commandement. Ces 2 pelotons prennent position sur ce qui est censé être le flanc droit de l'attaque prévue. Une demi-heure plus tard, arrive un autre peloton de la compagnie B et un peloton de la compagnie A. Le peloton B quitte immédiatement le périmètre de la zone d'atterrissage pour se placer en position de reconnaissance avancée sur la gauche des 2 premiers pelotons. Le peloton A se positionne au centre de la zone afin de sécuriser l'aire d'atterrissage. 50 minutes plus tard, tandis que la navette d'hélico débarque 2 nouveaux pelotons de la compagnie B, les 2 premiers pelotons de la même compagnie, déjà sur place, qui sont en reconnaissance de pointe sur le flanc droit, tombent nez à nez avec le 7e bataillon du 66e régiment de l'armée nord-vietnamienne. Le combat s'engage. Sans le savoir, Moore et ses hommes se sont posés à la porte du camp de base des 66e et 69e régiments d'infanterie communistes. L'ennemi, qui reçoit d'énormes renforts accourant de partout dans la jungle, tente de faire fléchir les flancs américains en sous-nombre. Vers 13h30, 3 pelotons de la compagnie B se battent à la vie et à la mort sur le flanc droit. Moore fait venir 3 pelotons de réserve de la compagnie C pour stopper la manœuvre nord-vietnamienne sur son flanc gauche. Il forme 2 lignes compactes sur les côtés ouest et sud de la zone et les fait avancer vers la lisière de la forêt afin d'élargir le périmètre de la zone en prévision de l'arrivée d'autres renforts éventuels. Moore découvre alors que le 4e peloton de la compagnie B, trop avancé dans la jungle, est maintenant coupé du reste de ses troupes. Ces 29 hommes essaient de résister contre 200 Nord-Vietnamiens. Au fil de l'après-midi, les Nord-Vietnamiens sont plus que jamais déterminés à anéantir les Américains. Moore doit demander le soutien des B-52 du 2e corps pour nettoyer la jungle tout autour de ses positions, pendant que l'artillerie légère de la cavalerie continue d'arroser le pourtour de la zone d'atterrissage. Mais ni l'aviation ni l'artillerie ne peuvent être aussi efficaces que souhaité. L'armée nord-vietnamienne a appris avec les Français que plus elle se bat à proximité de l'ennemi, moins celui-ci peut recevoir de soutien tactique, sans risquer de tuer en grand nombre ses propres troupes. C'est ce que les Nord-Vietnamiens appellent se cramponner à la ceinture de l'ennemi. Les pilotes des hélicoptères bravent un feu terrifiant pour apporter en 3 navettes plusieurs pelotons des compagnies C et D, de l'armement lourd et des unités de reconnaissance longue portée.
Vers 17h, l'ennemi bouscule le centre de la ligne américaine, qui s'en sort de justesse grâce au renfort d'un peloton de la compagnie D, fraîchement arrivé. Mais la pression reste énorme pour les troupes américaines débordées. Ne sachant ce que la nuit tombant sur la vallée leur réserve, les deux côtés lèvent le pied et se préparent à passer une nuit inconfortable. À l'aube du 15 novembre 1965, 13 pelotons des compagnies d'infanterie A, B, C et D, des 1er et 2e bataillons du 7e de cavalerie américain, détachés de la nouvelle 1re division de cavalerie aéroportée de l'armée américaine, attendent le lever du soleil, une drôle d'angoisse au ventre. Ils sont plantés au milieu de la jungle de la province de Pleiku, au centre du Vietnam. Où ils se retrouvent coincés entre l'imposant massif du Chupang, qui longe la frontière cambodgienne, et 2 régiments de l'armée populaire vietnamienne qu'ils ont dérangés en plein préparatif d'offensive. Les Américains savent qu'une attaque se prépare. Ils savent aussi que l'ennemi est 5 fois supérieur en nombre. Des deux côtés, on a essuyé la veille un feu impitoyable pendant près de 11 heures. Des centaines de communistes ont été tués, mais il ne cesse d'en arriver de partout. À 6h30, les communistes lancent une attaque foudroyante. Le 7e bataillon du 66e régiment d'infanterie et la force d'élite Viet Cong s'en prennent au flanc gauche américain. Rapides et meurtriers, leurs coups débordent les unités américaines qui, en moins d'une demi-heure, sont dispersées. Au centre, on se bat au corps à corps. À 7 heures, Moore envoie à toutes les unités américaines opérant à proximité le désormais célèbre message radio « Broken Arrow ». Broken Arrow, flèche brisée, signifie qu'une unité américaine est en grand danger. En l'espace de quelques minutes, déferle sur des Nord-Vietnamiens horrifiés une pluie de morts. Un peu après 9 heures, les communistes se sont repliés et la zone d'atterrissage est à nouveau sous contrôle. Une noria d'hélicos apporte des troupes fraîches pour colmater les brèches de lignes épuisées. Toute l'après-midi, le 2e peloton de la compagnie B, qui s'est fait encercler la veille, poursuit son combat isolé.
C'est finalement vers 16h30, peu avant le coucher du soleil, que Moore ordonne d'attaquer les Nord-Vietnamiens sur le flanc droit pour tenter de sortir le peloton en perdition. Après une pénible avancée d'à peine une centaine de mètres, face à une résistance impossible, Moore demande à l'artillerie de balancer les bombes à phosphore. Profitant de ce que l'ennemi cherche à se mettre à l'abri, la compagnie A parvient à organiser le repli du peloton cerné, tués et blessés compris. 1 heure plus tard, le commandement communiste donne l'ordre de battre en retraite. Depuis le milieu de la journée, les impressionnants CH-46 et CH-47 ont repris leur balai apportant du 109. La bataille de la Drang est finie. C'est le premier véritable affrontement direct entre les deux armées. Le lieutenant-colonel Moore et ses hommes ont atteint leur objectif. Ils ont trouvé l'ennemi qui avait attaqué le camp de Plei Me et ont réduit sa force de frappe. 1200 communistes ont été tués. À la Drang, la brigade Gary Owen a montré que la cavalerie aéroportée est une force efficace et résistante, assez bien adaptée à ce type nouveau de combat. Même si elle a elle aussi payé le prix. En à peine 2 jours, la brigade Gary Owen a perdu près de 300 hommes. C'est l'une des plus lourdes batailles américaines.